Merci aux organisateurs pour cette richesse de programme et merci surtout de nous avoir donné l'espace pour partager avec vous ce travail qui n'est pas mien, mais j'ai bien tenu à mettre sur la première page l'intitulé de l'article, de l'un des articles qui ont découlé de ce travail de recherche avec les noms de tous les auteurs qui ont participé à cet énorme travail de recherche. Et je tiens à rendre hommage à cette occasion à Monsieur le professeur Agnaou, dont l'équipe a été la cheville ouvrière pour la réussite de ce projet. Et bien, comme vous le voyez, d'autres équipes internationales avec ce sont des équipes de renom qui sont spécialistes dans le domaine. Donc, je vais parler de quelque chose de très spécifique et particulier, mais il nous a semblé très intéressant de partager avec vous les résultats de ce travail. Et donc, la partie que je vais vous présenter va intéresser le rôle de l'hepcidine en ce qui concerne le métabolisme du fer, mais surtout son implication dans une situation d'anémie ou pas, dans l'absorption du fer et dans sa biodisponibilité. Il est très important de rappeler que l'hepcidine est au cœur des mécanismes de régulation nécessaires au maintien de l'homéostasie du fer dans l'organisme. C'est quelque chose de très récemment découvert et vous allez voir lorsque je vais faire un petit rappel de l'historique que ça a été un pur hasard lorsqu'on a pu découvrir le rôle de l'hepcidine. C'est une hormone qui est codée par un gène qui s'appelle AMP, qui est localisé sur le chromosome 19, et c'est un polypeptide composé de 25 acides aminés. Il m'a semblé quand même très important de partager avec vous un mot de l'histoire. L'hepcidine a été signalée d'abord dans les traités de médecine comme un peptide antimicrobien. Et c'est vraiment par hasard, en faisant de la recherche chez des groupes de souris, et la recherche visait au fait le métabolisme du glucose. Et pour voir un petit peu ce qui se passait dans le métabolisme du glucose, on inactivait les gènes qui est codé pour le métabolisme du glucose chez un certain nombre de souris. Et il se trouve que le gène qui code pour l'hepcidine se trouve très proche du gène qui code pour le métabolisme du glucose. Et donc c'est par pur hasard qu'on a pu constater que chez ces souris-là, dont on inactivait le gène de l'hepcidine, ont constaté le développement d'une hémochromatose. Ça veut dire une pathologie qui est caractérisée par des dépôts énormes de fer dans l'organisme. Et à partir de ces données princeps qui ont été faites chez la souris, il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport à la question et on s'est dit, tiens, au-delà de ce qu'on connaît concernant le fer, il y a quelque chose de plus puissant qui régule l'homéostasie. Et donc, on a commencé à s'intéresser à l'hepcidine, qui est synthétisée par le foie. Et pour la première fois, son rôle va être démontré chez l'humain, chez des jumeaux qui étaient atteints par une pathologie qui s'appelle en médecine la glycogénose, qui est intéressant encore une fois le métabolisme du glucose. Et chez ces jumeaux-là, il y avait également des tumeurs des tumeurs au niveau du foie, avec développement d'hémochromatose aussi. Et lorsqu'on a enlevé ces tumeurs chez l'un des jumeaux, on a constaté que la maladie a disparu. Et donc c'est comme ça qu'on a attribué à l'hepcidine son rôle dans le métabolisme du fer, et aujourd'hui on sait que l'expression du gène, l'absence d'expression du gène de l'hepcidine va entraîner une accumulation du fer dans l'organisme, et donc la maladie s'appelle l'hémochromatose, alors que la surexpression du gène, lorsqu'il va être surexprimé, on aura au contraire une anémie hypochrome hyposidérémique. Et donc ceci ne date pas de longue date, ça date de quelques années, toutes ces découvertes. Et donc cette hormone hépatique régule les concentrations de fer sérique et l'homéostasie du fer. Et pour faire très simple, mais après je vais partager avec vous sur des schémas le rôle de cette hormone, la synthèse de l'hepcidine serait stimulée par des réserves hépatiques élevées en fer. Il serait stimulé par des concentrations élevées du fer au niveau du plasma et il serait stimulé par l'inflammation.
alors que les éléments inhibiteurs seraient l'époxy et le déclenchement de l'érythropoïèse. Et lorsqu'on veut voir de façon très proche ce qui se passe au niveau de la régulation de l'expression de l'hepsidine selon ce qu'on connaît de l'expérimentation animale et du peu d'études humaines qui existent, tout ce qui est en trait discontinu concerne les facteurs inhibiteurs de l'expression et tout ce qui est en trait continu concerne les facteurs stimulant l'expression. Et on voit bien que lorsqu'il y a une érythropoïèse élevée, il y a la mise en route d'un certain nombre de phénomènes moléculaires signalétiques qui vont inhiber l'expression de l'hepsidine. La même chose lorsqu'il y a un taux de fer très bas, il y a également une expression moléculaire signalétique qui va inhiber l'hepsidine et contrairement, l'accumulation du fer ou encore l'inflammation, mais cette fois-ci en empruntant d'autres voies signalétiques, ils vont stimuler l'expression de l'hepsidine. Et la diminution de l'expression de l'hepsidine ou l'existence de l'hepsidine aura un effet freinateur au niveau de la ferroportine et par conséquent un effet inhibiteur au niveau de l'absorption de l'intestin du fer et au niveau du recyclage macrophasique du fer. Et c'est comme ça que finalement l'hepsidine va intervenir aussi bien au niveau de l'érythropoïèse qu'au niveau de la normalisation du taux sérique de fer, c'est-à-dire la sidérémie, mais aussi au niveau de la limitation de la disponibilité du fer pour les germes pathogènes. Et c'est comme ça qu'on lui a attribué initialement l'effet antimicrobien. Le deuxième point fondamental, ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas encore élucidé à 100%, c'est que ces phénomènes stimulants et ces phénomènes inhibiteurs vont subir des antagonismes à un certain moment du métabolisme. Et c'est vraiment le point fondamental qui a suscité l'idée de recherche que nous allons partager avec vous. Et lorsqu'on voit également ce qui se passe sur ce schéma, nous voyons tout ce qui est au milieu concerne l'intervalle de normalité de l'expression de l'hepsidine ou plus particulièrement de la sérique hepsidine, parce que je vais parler de hepsidine sérique tout au long de l'exposé. Tout ce qui est au-dessus va concerner l'hypersécrétion, si on veut, de l'hepsidine, et tout ce qui est en bas va concerner la diminution de la sécrétion de l'hepsidine. Si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, l'inflammation aurait un effet stimulant et l'augmentation des stocks en fer aurait un effet stimulant, alors que le contraire, l'érythropoïèse et le manque de fer auraient un effet inhibiteur. Mais en réalité, c'est loin d'être aussi simple que ça. Il s'agit d'une mise en balance de tous les phénomènes stimulants et inhibants qui vont permettre de générer un contexte mixte, c'est-à-dire qu'il existe et des phénomènes inhibiteurs et des phénomènes stimulateurs, mais en réalité, l'hepsidine va rester dans des tranches de normalité et ceci va permettre de garder quelque part une homéostasie en fer. Mais au fait, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg parce que la complexité de ce qui se passe, il est bien loin de la simple sécrétion ou pas de l'hepsidine. Il concerne également des faits pléiotropes de l'inflammation sur la mobilisation macrophagique du fer et l'érythropoïèse. Et on sait bien que les phénomènes inflammatoires, quelle que soit leur origine, ils auront malheureusement deux effets majeurs qui vont expliquer pourquoi l'inflammation entraîne l'anémie. Le premier effet majeur, c'est une augmentation de la sénescence des globules rouges qui vont vieillir très rapidement et qui vont être détruits et donc ils vont libérer du fer qui va être incorporé dans le macrophage grâce justement à la contribution de l'hepsidine. Et c'est comme ça que l'inflammation sous l'effet de l'hepsidine va permettre d'incorporer le fer dans le macrophage et ceci on le sait bien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment l'hepsidine va agir au niveau du métabolisme du fer, au niveau de l'entérocyte, dans la situation d'anémie et en dehors de la situation d'anémie. C'est pour ça que je vous ai mis mais ces données émanent d'expérimentation animale. Il y a peu de données humaines en réalité parce qu'il y a peu d'expérimentation humaine. Les seules études antérieures qui ont intéressé l'humain
se sont intéressés aux effets de l'inflammation suite à des perfusions, par exemple, de l'interleukine 6 sur le métabolisme de fer, mais il n'y avait pas dans les études antérieures une évaluation de cet effet de l'inflammation sur l'absorption du fer et comment l'anémie peut moduler cette réponse. C'est ce qui a objectivé, au fait, l'idée de recherche de notre travail, qui avait, au fait, pour objectif d'évaluer les changements dans les marqueurs de fer, l'absorption du fer, l'incorporation de fer érythrocytaire pendant l'inflammation aiguë chez des femmes anémiques et chez des femmes non anémiques. Je parle de l'anémie par carence en fer qu'on appelle communément carence martiale par référence au dieu grec de la guerre. Alors, deux hypothèses sous-tendaient ce travail de recherche. La première, on s'est posé la question, est-ce que chez les femmes non anémiques, le fait de les vacciner, et donc d'induire une inflammation aiguë, va augmenter le taux sérique de l'hepcidine et va diminuer l'absorption du fer et va baisser le fer sérique. La deuxième hypothèse de recherche est de vérifier si chez les femmes atteintes d'anémie par carence en fer, la vaccination va induire donc une inflammation aiguë, mais ne va pas augmenter le taux sérique d'hepcidine, il ne va pas affecter l'absorption du fer sérique et donc du fer tout court. Alors, pour ce faire, on a recruté un groupe de femmes. Il s'agit au fait du personnel soignant de l'hôpital, pour la majorité. L'étude a été prospective sur une durée de 45 jours, et les femmes étaient âgées de 18 à 49 ans, donc des femmes marocaines jeunes en âge de procréer. Madame Namarid nous a bien montré que c'est une population qui est à haut risque d'anémie, malheureusement chez nous encore à ce jour. Et nous avons comparé donc les marqueurs de fer, de l'inflammation, l'incorporation du fer érythrocytaire et la sérum hepcidine chez ces deux groupes. Nous avons utilisé des techniques de fer isotope stable pour quantifier l'incorporation du fer érythrocytaire avant et après vaccination, et des prélèvements ont été faits pendant l'état basal, c'est-à-dire avant vaccination, puis 8 heures, puis 24 heures, puis 36 heures avant la vaccination. La vaccination a été le vaccin de la grippe et le vaccin de diphtérie, polio, tétanos, qui a été utilisé comme stimulus de l'inflammation aiguë. Là, très rapidement, c'est le schéma de l'étude. L'étude est allée sur plusieurs jours. Tout ceci concerne l'état d'imprégnation par les isotopes qui étaient donnés dans des menus alimentaires bien codifiés, et là concerne l'intervention qui est survenue au 21 jours, qui a consisté donc à vacciner les deux groupes par les vaccins suscités. Et puis il y a eu des prélèvements qui étaient faits avec dosage des paramètres hepcidine, interleukine, etc. Et donc tout ceci pour permettre de vérifier les hypothèses initiales. Donc je vais essayer de passer assez vite. Bien sûr, le travail a respecté toutes les recommandations de l'éthique. Les deux comités d'éthique du Maroc et celui à l'international avaient donné leur accord. Et nous avons respecté l'anonymat, le volontariat et la confidentialité dans toute l'approche telle que c'est recommandé par l'exigence éthique de toute étude scientifique. L'analyse des statistiques a fait appel à SPSS version 22, avec une analyse linéaire des modèles d'effets mixtes pour évaluer l'effet du groupe anémie versus non-anémie et du traitement, c'est-à-dire l'intervention qui a consisté ici à vacciner les deux groupes. Le groupe et le traitement ont été définis par des effets fixes et les participants comme les effets d'interception. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les spécificités de la méthodologie statistique d'analyse. Pour arriver très rapidement au résultat et vous montrer d'abord et avant tout notre design de recrutement, sur 120 femmes qui étaient éligibles initialement, nous avons exclu 34 parce qu'ils ne répondaient pas aux critères d'inclusion et 36 qui avaient refusé lorsqu'on a bien expliqué de quoi il s'agissait. Ils avaient refusé de participer à l'étude. Vers la fin, 50 femmes ont été incluses dans l'étude.
2 ont été assignés au groupe anémie et 28 ont été assignés au groupe pas d'anémie. Parmi les 22 qui étaient assignés au groupe anémie, une a quitté l'étude parce qu'elle ne voulait pas continuer et 21 ont complété l'étude, ont eu le vaccin et ont été donc incorporées dans l'étude jusqu'à la fin. Donc on se retrouve avec 21 femmes dans le groupe anémie. Dans le groupe sans anémie, on a perdu une parce qu'elle a quitté l'étude, elle ne voulait pas continuer. Et on a perdu 2 parce qu'ils ont quitté l'étude et une parce que il avait au fait changé de site de travail, il ne pouvait pas donc pour des raisons techniques être dans l'étude et donc 25 avaient continué l'étude et ils étaient incorporés jusqu'à la fin. Et au total donc on s'est retrouvé avec un groupe constitué de 46 femmes, avec 21 femmes avec anémie par carence martiale et 25 femmes sans anémie. Si on veut faire simple, le recrutement s'est effectué de septembre 2017 à février 2018. On a calculé sur la base du risque d'erreur, de tout ce qu'on veut démontrer statistiquement qu'il nous fallait un échantillon de 50 femmes avec 25 femmes dans le groupe anémie et 25 femmes dans le groupe sans anémie. Vous voyez qu'on a pu honorer ce recrutement puisque grossièrement on est resté dans ces prévisions, ces projections statistiques initiales. Lorsqu'on compare les deux groupes, groupe avec anémie et groupe sans anémie, on remarque sur la base de l'âge, de l'IMC, il n'y avait pas de différence statistique significative, mais bien sûr, les différences vont concerner tout ce qui concerne l'anémie, le taux d'hémoglobine, le taux de ferritine, le taux de fer sérique, et aussi en ce qui concerne le taux de transférine, ce qui est tout à fait logique parce que l'essentiel de différence entre les deux groupes a été que l'un soit avec anémie et l'autre soit sans anémie. Et lorsqu'on s'intéresse au cœur de notre question de recherche et on analyse ce qui se passe en ce qui concerne le marqueur de l'inflammation qui est utilisé ici, qui est l'interleukine, la sécrétion de l'hepcidine et donc la séromhepcidine et l'incorporation du fer dans les érythrocytes, en comparant les deux groupes, anémiques et non anémiques, et en voyant ce qui se passe avant vaccination et 24 heures après vaccination, on remarque qu'en ce qui concerne l'inflammation, aussi bien dans le groupe anémique que non anémique, il y a eu une augmentation des marqueurs de l'inflammation 24 heures après la vaccination, puisque l'effet du vaccin a donné des résultats significatifs en ce qui concerne ce marqueur, sans qu'il y ait de différence entre les deux groupes. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le taux sérique de l'hepcidine, on remarque également qu'en ce qui concerne le groupe de femmes non anémiques, le taux d'hepcidine a augmenté de façon statistiquement significative après vaccination, mais il n'y avait pas d'augmentation significative dans le groupe anémie. Et finalement, lorsqu'on voit ce qui se passe dans la corporation du fer dans l'érythrocyte, nous voyons également qu'il n'y a pas de différence significative entre ce qui se passe chez les deux groupes. Et si on veut faire encore plus simple et voir de façon plus imagée ce qui se passe, nous voyons qu'il y a une augmentation de 2 à 3 fois dans le sérum de l'interleukine chez les deux groupes. Vous voyez, là, ce qui est vide, c'est les femmes avec anémie. Ce qui est assuré, ce sont les femmes sans anémie. Et nous voyons que après vaccination, déjà 8 heures après, les marqueurs de l'inflammation, ici l'interleukine, augmentent de façon significative dans les deux groupes et ils le sont de façon très spectaculaire 24 heures, mais même il le reste 36 heures après la vaccination. Lorsqu'on s'intéresse au taux de sérique de l'hepcidine, je vous ai montré déjà sur le tableau que l'augmentation significative n'intéressait que les femmes non anémiques qui sont ici représentées
par les graphes assurés ou les graphes pleins, alors qu'il n'y a pas de changement significatif chez les femmes non anémiques. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le taux de fer sérique, on remarque aussi que le fer sérique a diminué seulement dans le groupe de femmes non anémiques. Ce sont également graphes assurés, ce qui est tout à fait en adéquation avec l'augmentation de l'hepsidine qui n'est significative que dans ce groupe. Et finalement, on constate qu'il n'y avait aucun changement significatif dans l'incorporation érythrocytaire en fer dans le groupe sans anémie, c'est toujours le groupe avec graphes assurés, et que l'incorporation était 2 fois plus élevée dans le groupe avec anémie avant et le reste après vaccination. Donc ces résultats donnés comme ça expriment un petit peu ce qui se passe dans les deux groupes et les principales différences notées. Mais pour vous mettre au concret de nos résultats, je reviens sur mes hypothèses. Et vous vous rappelez que la première hypothèse a été est-ce que les femmes non anémiques, chez les femmes non anémiques, la vaccination va induire une inflammation aiguë et va augmenter la séromypsidine et va diminuer l'absorption du fer et va baisser le fer sérique. Les résultats ont montré que oui, la séromypsidine a augmenté, mais on se retrouve devant la première étude dans la littérature qui montre que l'incorporation du fer érythrocytaire, c'est-à-dire l'absorption et l'utilisation, n'a pas été réduite chez des sujets non anémiques par une forte augmentation de la séromypsidine. Et cette constatation est de taille parce qu'il y aurait certainement par la suite des travaux de recherche et des pistes thérapeutiques extraordinaires parce qu'il suggère que l'entérocyte pourrait être moins sensible à l'effet des changements aigus de la séromypsidine que le macrophage tel que je vous l'ai montré sur le premier schéma de physiopathologie. Notre deuxième hypothèse, si vous vous rappelez bien, montrait que chez les femmes atteintes d'anémie par carence en fer, vérifiée, est-ce que chez les femmes atteintes d'anémie par carence en fer, la vaccination va induire une inflammation aiguë, mais est-ce qu'il va ne pas augmenter la séromypsidine, est-ce qu'il ne va pas affecter l'absorption du fer? C'est aussi la première étude humaine expérimentale qui a montré que l'hepsidine sérique n'augmente pas chez les sujets anémiques après un stimulus inflammatoire aigu. Cela suggère probablement que chez la personne avec anémie en cas d'inflammation aiguë, l'homéostasie du fer vise plutôt la correction de la carence en fer que l'incorporation du fer dans les cellules. C'est vraiment une notion fondamentale. Alors que peut-on conclure de tout ça? Ces conclusions qui émanent de cette partie de ce travail de recherche unique dans son genre, dont certainement de nouvelles informations sur la façon dont les stimuli opposés, inflammation, carence en fer, vont donc déterminer le taux d'hepsidine et par conséquent l'absorption en fer et par conséquent le fer sérique. Et ces résultats génèrent des pistes intéressantes parce que nous pouvons continuer sur d'autres pistes de recherche pour pouvoir répondre à la question qui interpelle plusieurs sociétés savantes de nutrition dans le monde, qui est celle de la carence martiale chez les femmes en âge de procréer, et donc sur des pistes de prise en charge qui seraient probablement plus pertinentes et plus intéressantes. Et je vous remercie.